renommée de la diffusion de l'imprimerie à la presse à grand tirage. Petit 1, la révolution de l'imprimerie. L'allemand Gutenberg, qui meurt en 1468, a révolutionné la technique d'impression vers 1454. Installé à Mayence comme graveur sur bois, il a l'idée d'appliquer la même technique d'impression à des caractères mobiles en alliage de plomb et d'antimoine, dont l'assemblage ligne à ligne permet de composer une page d'écriture duplicable à l'infini. Il achève en 1455 le premier livre imprimé de l'histoire, la Bible à 42 lignes, dite Bible de Gutenberg. Cette technique est utilisée jusqu'à l'apparition de la linotype en 1884 et cette technique qu'on appelle la typographie marque un tournant dans l'histoire, notamment des médias, en permettant une diffusion plus large du savoir. On pourrait définir la typographie comme le procédé d'imprimerie dans lequel l'impression est réalisée par des caractères en relief, assemblés et mis en page. En France, le journal de presse apparaît en 1631. Soutenu par Richelieu, qui en fait d'ailleurs un outil de propagande, la Gazette de Nouvelles Publications Royales et Édits, c'est son nom, de Théophraste Renaudot est publiée à partir de cette date et marque le début de la presse périodique. Pourtant, tout au long du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, celle-ci reste surveillée étroitement par le pouvoir. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, qui instaure la liberté de presse. Une presse militante voit alors le jour dans le contexte de la Révolution. On peut citer le journal appelé Le Père Duchesne, l'autre appelé L'Ami du Peuple. Son but n'est alors plus seulement de présenter la réalité, mais d'essayer de la changer en influençant l'opinion. Toutefois, le lectorat reste limité en nombre par le prix de l'abonnement. Petit 2, la naissance d'une presse industrielle. À partir du milieu du XVIIIe siècle, la diffusion de nouveaux moyens techniques en Angleterre, liés à l'industrialisation, permet l'émergence d'une presse industrielle. Ainsi, la presse rotative, présentée à l'exposition universelle de Londres en 1851, permet des tirages de plusieurs millions d'exemplaires de ce qu'on commence à appeler des newspapers, les papiers nouvelles, ce qui deviendra en France les journaux. Aux États-Unis, les correspondants de guerre pendant la guerre de sécession, 1861-1865, profitant du perfectionnement du télégraphe, prennent part de manière active, voire déterminante, à travers leur reportage au conflit. C'est la naissance du journalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. À partir du XIXe siècle, dans les pays industrialisés, les progrès techniques relatifs à l'insertion et à la reproduction des images, la linotypie, l'illustration, mais aussi les progrès dans le transport, en particulier l'acheminement ferroviaire, expliquent l'explosion de l'offre et de la demande de journaux. Cette presse industrielle caractérise alors une société qui s'industrialise et qui s'urbanise et s'ouvre sur le monde sous l'effet de la révolution des transports et des mutations technologiques. Le linotype est une machine fondant d'un bloc chaque ligne de caractère d'imprimerie composée sur un clavier. Petit 3, l'âge d'or de la presse en France. En France, les décennies 1890-1910 constituent sans doute la période la plus faste de l'histoire de la presse. Elle voit la naissance d'une presse populaire à gros tirage, notamment par des journaux tels que Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin. La presse quotidienne gagne de nouvelles couches sociales, à Paris comme en province. En 1914, près de 10 millions d'exemplaires sont vendus quotidiennement. La presse quotidienne française est devenue alors la première presse en Europe et la deuxième dans le monde, en termes de vente, après les États-Unis. Alors, ce succès s'explique par la soif de connaissance des gens, mais aussi par les progrès de l'alphabétisation, puisque au début du XXe siècle, 95% de la population française est alphabétisée. Donc, tous les milieux sociaux ont accès alors à la presse. Pour les journaux à gros tirage, l'augmentation des ventes provient d'une diversification des sujets. On aborde les faits divers qui sont publiés en une, mais on commence à aborder aussi le sport, voire la mode aussi. De plus, l'illustration dans les journaux permet de séduire un nouveau lectorat et d'augmenter les tirages. Au-delà de cette presse dite généraliste, il existe aussi la presse d'opinion. Chaque tendance politique possède son journal. Ainsi, Le Figaro, Le Temps, Le Gaulois sont plutôt destinés à un lectorat bourgeois, alors que l'Aurore de Clemenceau ou l'Humanité, fondée en 1904 par Jean Jaurès, rassemblent eux plutôt toutes les tendances socialistes.
En province, la presse d'opinion compte près de 200 titres, tandis que des quotidiens d'information commencent à devenir des régionaux. Par exemple, le Petit Marseillais, la Dépêche, le Grand Écho du Nord, le Progrès, etc. À partir des années 30, la presse prend le tournant de l'image. Dans l'entre-deux-guerres, les ventes de la presse baissent sous les effets conjugués de la méfiance du lectorat. Le lectorat se souvient de la censure, du bourrage de crâne pendant la Première Guerre mondiale, mais sous les effets aussi de la récession économique et puis de l'augmentation du prix de vente. La presse doit donc se renouveler si elle veut garder son lectorat. C'est dans ce contexte qu'un journal tel que Paris Soir devient un des principaux titres de la presse française en bousculant les habitudes des lecteurs. Le journal fait le choix d'une information simple, dans un langage accessible. Une large part du journal est accordée aux faits divers et aux feuilletons sentimentaux afin de toucher un électorat populaire. De plus, ce journal propose une mise en page plus attractive basée sur la photographie. Et Paris Soir tire à 1 million d'exemplaires en 1934, obligeant la concurrence à s'adapter à son tour. Après la Libération, donc en 1945, la presse libre s'exprime à nouveau pour répondre aux attentes d'information en diffusant notamment les communiqués officiels de la résistance ou des armées alliées.